Quand tu penses à un avion, il y a évidemment une forme assez familière qui te vient à l'esprit, non ? Une carlingue longue et étroite avec deux ailes qui sortent depuis le milieu, une paire d'ailes plus petites à l'arrière et la dérive qui se dresse vers le haut. Les ailes peuvent être droites ou un peu tirées vers l'arrière, mais tu ne les imaginerais jamais tournées vers l'avant, n'est-ce pas ? Bien sûr, certains avions de chasse ont des ailes qui changent de position et certains avions plus anciens peuvent avoir une paire d'ailes supplémentaires à l'avant. Mais tu n'en as jamais vu doté d'ailes qui pointent vers l'avant. Eh bien, tu ne connais donc pas le X-29. Cet avion expérimental a été développé par la NASA et l'US Air Force en 1984. Il existe vraiment et cet étrange petit avion ne vient pas de la guerre des étoiles. C'est un prototype développé par la Grumman Aerospace Corporation pour le programme militaire et spatial américain. Ils n'en ont construit que deux, mais le X-29 n'est pas le premier, ni le seul avion à avoir une forme étrange, comme si quelqu'un avait mal lu les instructions pour monter un Lego. Le concept des ailes en flèche inversée remonte au JU-287, développé dans les années 1940, et depuis de nombreux pays ont expérimenté cette étrange forme au fil des ans. Après des années d'essais, le défaut principal qui l'a empêché de devenir un appareil communément utilisé, c'est que piloter un avion avec les ailes tournées vers l'avant peut être un véritable cauchemar. Cela pose tellement de problèmes que le X-29 a dû être fabriqué à partir de matériaux composites de dernière génération pour atténuer un peu ses défauts. Je veux dire, regarde ce truc. Je suis même surpris que quelqu'un ait pu voler dedans. Avec un défaut de conception aussi évident, pourquoi autant de gens ont essayé de le faire fonctionner pendant tellement de temps ? Eh bien, avant que je puisse vraiment répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce que les concepteurs essayaient de faire. Regarde n'importe quel avion conçu avant l'arrivée des turboréacteurs, et tu remarqueras que la plupart d'entre eux avaient les ailes placées en angle droit par rapport au corps de l'avion. Cela fonctionne très bien pour n'importe quel avion qui vole à moins de 740 km/h, 460 miles par heure, mais pose des problèmes pour tout ce qui se déplace plus vite que cela. En fait, la forme des ailes est prévue pour que la pression de l'air soit plus élevée au-dessous qu'au-dessus. Voici l'un des mécanismes qui contribuent à produire la portance de l'avion. Un effet secondaire de ce phénomène, c'est que l'air se déplace autour de l'aile plus vite que l'avion lui-même. S'il y a suffisamment de vitesse, le haut des ailes peut franchir le mur du son, même si l'avion n'a pas été conçu pour cela. Cela crée une onde de choc sur le dessus de l'aile, ce qui perturbe l'air derrière celle-ci. Cela réduit donc la portance que les ailes en flèche inversée peuvent générer, tout en augmentant la portance produite par l'arrière des ailes. Par conséquent, le nez de l'avion est forcé de descendre, ce qui lui fait perdre de l'altitude et augmente sa vitesse, ce qui aggrave encore plus le problème. Lorsque cela se produit, même les pilotes d'essai les plus expérimentés ont été incapables de reprendre le contrôle. Avec son allure étrange, le premier avion à avoir eu ce problème a été le P-38 Lightning. Il semblerait que certains ingénieurs s'ennuyaient et ont décidé de coller 3 avions ensemble. C'était l'un des appareils les plus rapides du monde lorsqu'il a fait ses débuts en 1939. Pour compenser les ailes de l'avion quand elles devenaient supersoniques, les ingénieurs ont installé un seul volet en dessous des ailes. Connu sous le nom de dispositif hypersustentateur, ce dispositif peut être déployé pendant une descente pour générer de la portance supplémentaire en dessous des ailes avant. Le P-38 rencontrait ce problème particulier lorsqu'il volait à sa vitesse maximale, mais à partir du moment où les avions ont commencé à se déplacer de plus en plus vite, il a vraiment fallu trouver une solution pérenne. C'est là que sont apparues les ailes en flèche inversée. Contrairement aux ailes droites, où 100% du flux d'air se déplace parallèlement au corps de l'avion, les ailes en flèche inversée créent un flux d'air qui va dans le sens de la longueur de l'aile. C'est ce que les concepteurs d'avions appellent la traînée induite. Et contrairement à l'air qui se déplace sur le dessus des ailes, il ne va pas plus vite que la vitesse de l'avion. L'air qui se déplace le long du sommet de l'aile est appelé le flux de corde, en référence à une corde qui formerait une ligne imaginaire qui irait de l'avant jusqu'à l'arrière sur tout le bord de l'aile. Ce n'est pas, comme j'aurais pu le penser, la direction dans laquelle volerait le câble de chargement de ton téléphone si tu te lançais par la fenêtre. Oui, ça m'est déjà arrivé. Même si tu parviens à éviter toutes les crises de colère liées aux batteries, cela reste très facile de perdre quelque chose pendant un vol. Pourquoi tu ne dis pas dans les commentaires quelle a été la pire chose que tu aies perdue dans un vol ? Ce n'est pas nécessaire que ce soit dans un avion. Si tu as lâché ton téléphone pendant que tu prenais un selfie dans une montgolfière, ça compte aussi. J'ai vraiment envie d'écouter cette histoire. Alors, où en étais-je ? Ah, ouais. En volant moins vite, les avions ont besoin d'autant de cordes que possible pour maximiser la portance. Mais à mesure qu'ils se rapprochent de la vitesse du son qui se trouve un peu au-dessus des 1200 km/h, 767 miles par heure si on veut être exact, ils ont besoin de plus de traînée induite.
Certains jets militaires comme le F-14 Tomcat américain et le MiG-23 russe peuvent changer l'angle de leurs ailes pour profiter de cet effet. D'autres aéronefs et engins spatiaux, comme l'Avro Vulcan et la navette spatiale américaine, utilisent plutôt des ailes delta triangulaires pour contrecarrer ce même problème. Celles-ci sont plus fiables, mais cela rajoute de la traînée. Le problème qui reste à résoudre est que plus les ailes d'un avion vont vers l'arrière, plus elles sont susceptibles de décrocher. Lorsque les pilotes utilisent le mot décrochage, ils ne veulent pas parler de ce moment où parfois le moteur de ta voiture s'arrête. En aviation, un décrochage se produit lorsque la quantité d'air qui traverse l'aile est inférieure à la quantité nécessaire pour produire de la portance. Puisque le but des ailes en angle de flèche est de réduire la quantité de courant d'air, tu comprends pourquoi cela peut devenir un problème. Un décrochage veut dire que le pilote peut perdre le contrôle de l'avion. Cela nous amène à la raison pour laquelle tellement de gens ont essayé avec tant de force et pendant si longtemps de faire que les ailes en flèche inversée deviennent une option viable. À l'arrière des ailes en angle de flèche, la traînée induite transporte l'air vers l'extrémité des ailes, loin du corps de l'avion. Par conséquent, lorsqu'un décrochage se produit, il commence à l'extrémité des ailes et se déplace vers l'avant, ce qui rend difficile pour le pilote de garder le contrôle. Cependant, si les ailes étaient formées de façon à transporter l'air vers le fuselage, le décrochage commencerait plus près du centre de l'avion. Par conséquent, l'air se déplacerait encore à travers les volets positionnés plus bas dans l'aile, ce qui permettrait au pilote de garder la maîtrise de l'appareil. Cela n'éliminerait pas le risque d'un décrochage, mais cela contribuerait tout de même à améliorer la sécurité des avions. Pense à des ailes en flèche inversée comme à des petits trous arrière sur une bicyclette. Il n'est pas garanti qu'elles t'empêcheront de tomber, mais elles t'aideront quand même à garder le contrôle si tu commences à perdre l'équilibre. Cette comparaison ne fonctionne plus lorsque nous parlons des problèmes de stabilité que j'ai mentionnés au début de cette vidéo. Bien que ce genre d'ailes réduisent considérablement la traînée, leurs inhabituelles propriétés aérodynamiques les soumettent aussi à un mouvement de torsion quand elles se déplacent dans l'air. Ce n'est que dans les années 1980 que la technologie aéronautique a progressé et nous a permis de construire des ailes capables de supporter ce type de pression. Cela nous amène au X-29, l'apogée de la technologie aéronautique du début des années 80. En utilisant des matériaux de pointe conçus par la NASA et les ordinateurs de vol les plus sophistiqués qu'ils pouvaient se payer, l'armée de l'air espérait qu'elle aurait finalement réussi à trouver la solution pour avoir des ailes en flèche inversée. Et ils avaient tout à fait raison. Voilà pourquoi tous les avions utilisent aujourd'hui des ailes en flèche inversée. Est-ce que ça a marché ? Si j'y crois assez fort, ça deviendra une réalité. C'est l'armée de l'air qui s'est le plus approchée d'une version efficace du concept. Certes, l'ordinateur de bord du X-29 lui permettait de voler, mais franchement, à peine. Même avec les 3 ordinateurs de bord qui recalculaient constamment la manœuvrabilité de l'avion, les pilotes d'essai avaient encore du mal à garder le contrôle de l'appareil. Pire encore, peu de temps avant un vol d'essai, l'un des prototypes a mal fonctionné, provoquant la défaillance simultanée des 3 ordinateurs. Oups! Si cela s'était produit dans les airs, le pilote n'aurait pas pu faire grand-chose pour maintenir l'avion en vol. Finalement, le programme X-29 a pris fin en 1991. Bien que la NASA et l'US Air Force aient beaucoup appris de ce cycle d'essai et d'ajustement qui a duré 10 ans, une conception réellement fonctionnelle n'a jamais vu le jour. Pourtant, tout le monde n'a pas encore renoncé à ce concept, et l'ère des avions avec des ailes en flèche inversée pourrait bien arriver un jour. Peut-être qu'il devrait juste, improviser. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.